Bonsoir à tous, bienvenue dans ce mensuel 1000 milliards de francs guinéens. C'est désormais le montant à mobiliser pour appuyer le développement à la base. C'était l'une des résolutions, pour ne pas dire la plus grande résolution des États généraux de la décentralisation tenue courant février à Conakry. Aussi, le déguerpissement de Kapororaï de ses occupants illégaux a alimenté les débats en février et continue encore d'ailleurs. Martin Fancinadouno sera dans un instant avec nous pour nous parler des enjeux de ce deuxième déguerpissement. Enfin, le scandale de la viande pourrie avait choqué plus d'un Guinéen. L'émotion passée, notre rédaction a mené une enquête sur les services de contrôle de qualité. Les failles constatées sont inquiétantes. C'est tout. Bienvenue dans cette rétrospective des faits marquants du mois de février qui vient de s'achever. Les États généraux de la décentralisation étaient l'un des événements phares du mois de février dernier. La rencontre avait mobilisé 1000 acteurs locaux autour du financement des collectivités locales. Elle a abouti à une grande résolution, celle de mobiliser désormais 1000 milliards de francs guinéens pour appuyer le développement à la base. Mohamed Lamine Kamara, Abdulrazak Souma. L'événement est inédit. Près de 1000 responsables locaux prennent part aux États généraux de la décentralisation et du développement local. Ce forum est à la fois un espace de renforcement des compétences des nouveaux maires, mais aussi une tribune d'expression pour discuter du mécanisme de financement des projets de développement des collectivités locales. En acceptant d'organiser les États généraux de la décentralisation et du développement local, avec la participation de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du processus, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend démontrer une fois encore la détermination de son gouvernement à œuvrer pour la promotion de la démocratie participative et de la gouvernance locale. Il n'est pas superflu de rappeler que le développement de notre pays passe par le plein épanouissement du citoyen à la base au travers des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles qui sont les siennes. C'est le credo qui nous a amenés à faire de la politique nationale de la décentralisation le cadre idéal d'expression de la pleine citoyenneté, partant de la voie idéale d'aboutissement au développement durable des communautés à la base. 2000 milliards de francs guinéens, c'est le montant à mobiliser au profit du développement des 337 communes de l'intérieur du pays sur la période 2019-2020. Ce nouvel accompagnement de l'État vers les communautés rurales et urbaines est assuré par l'Agence nationale de financement des collectivités à travers le Fonds national de développement local. Ces États généraux doivent être un moment de vérité où nous devons nous parler franchement, voir quels sont nos tares, quels sont nos manquements face aux demandes des populations. Cela est fondamental. J'espère que les nouveaux élus éviteront cette tare. Si on est maire ou conseiller, parce qu'on a été élu, mais on a été élu pour refléter les préoccupations des populations et de apporter une solution. Mais ce n'est pas souvent le cas. Il faut reconnaître que la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau central, mais aussi de décentralisation. Combien de responsables locaux élus recevant les études, souvent de vivre le dernier cas, du vrai cas, donc, où ils soutiennent de carrière à payer des milliards, et la population se révoltait en pensant qu'ils n'avaient rien payé, alors que les responsables avaient réussi ça y ont détourné. Donc, nous verrons strictement à ce que l'argent de l'État, qui soit au niveau central, décentralisé, préfet, sous-préfecture, soit dépensé selon les règles des finances publiques et non pas au profit de quelques individus qui se proclament les seuls. J'ai souhaité donc vous réunir pour partager avec vous ma nouvelle vision de notre politique de décentralisation. Les incompréhensions sociopolitiques durant ces dernières années, ponctuées pendant une période circoncis de 2 ans par la maladie à virus Ebola, ont empêché d'apporter des réponses adéquates aux demandes sans cesse croissantes des citoyens à la base. Toutefois, des progrès notables ont été accomplis dans des domaines sensibles, améliorant ainsi
la fourniture de services sociaux de qualité à la base aux populations. Ces présentes demandes demeurent aujourd'hui au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car il reste encore beaucoup à faire. Tenant et réalisant allègrement mes promesses, non sans discuter, exécutant les actes majeurs du programme de société proposé au peuple, à la dimension de nos possibilités, j'ai entrepris tout au long de son second mandat de réforme qui permet d'asseoir une politique plus à l'écoute de nos populations. L'un des messages forts qui a retenu l'attention des élus locaux et représentants de l'État à la base est l'appel du président de la République à leur endroit, celui d'être plus proche des populations. Toutes nos félicitations au président de la République par rapport à cette grande annonce qui va toucher directement les collectivités, parce que qui parle de développement à la base. Et les collectivités sont les mieux représentées pour impacter directement le développement tant souhaité par cette République. L'annonce de la mobilisation d'un fonds de cette taille pour appuyer le développement local est une première en Guinée. Les gouverneurs et préfets saluent l'approche du pouvoir central. Ils entendent se repositionner pour l'épanouissement des municipalités du pays. Si tu es délégué dans une localité, c'est pour bien travailler en faveur de la population et non en ta propre faveur. C'est ce que ces discours ont traduit et nous aussi on a compris les messages. Et je crois qu'à la fin de cette formation, les gens vont comprendre leur mission sur le terrain et vont les exécuter comme cela soit. Le Fonds de développement économique local, FODEL, est aussi un autre mode de financement destiné uniquement aux localités impactées par les exploitations minières. La tenue des États généraux de la décentralisation et du développement local marque un nouveau tournant dans la vision d'améliorer la gouvernance territoriale participative en Guinée. Sur le plan de la justice, de nombreuses avancées ont été enregistrées au cours du mois dernier, surtout en ce qui concerne la lutte contre l'impunité. Plus de 500 affaires criminelles ont été examinées dans les différents tribunaux du pays, avec des décisions allant de l'acquittement à la prison à perpétuité. Une performance judiciaire qui rassure les citoyens en quête de justice. Tierno Younoussaba. La Guinée marque des points dans la lutte contre l'impunité. C'est un aboutissement du toilettage du code pénal et du code de procédure pénale. Ces réformes confèrent aux tribunaux d'instance la possibilité de connaître les affaires criminelles. Courant février, des audiences sont lancées en cascade dans les différents tribunaux du pays. Mon serpent de mer, c'est la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que je vais encore accélérer cette lutte contre l'impunité par le renforcement de la chaîne pénale. Notamment donner plus de vigueur au traitement des dossiers criminels. Cette volonté est une réponse aux préoccupations des demandeurs de justice. Avec ces procès, le droit des victimes est rétabli et des centaines d'accusés en situation carcérale en attente de justice édifiés. Déjà, près de 500 dossiers sont examinés. Ces audiences criminelles vraiment relèvent de la volonté politique du chef de l'État, qui a donné encore une fois des instructions à monsieur le Premier ministre chef du gouvernement de demander de la façon la plus ferme que soit à monsieur le ministre de la Justice vraiment d'inviter tous les tribunaux à travers le pays de faire juger sans délai tous les criminels. Les audiences criminelles, ça amène la population à se poser des questions par rapport à un certain nombre de faits. Donc ça éduque non seulement les parents des victimes, mais aussi les autres membres de la société, parce que chacun de nous prend conscience de ces phénomènes qui se développent et les précautions nous aidera tous à aller de l'avant. Dans les 18 tribunaux du pays, la quasi-totalité des décisions sont connues. Un exploit en matière criminelle qui ramène la justice au devant de la scène. Même si tout n'est pas gagné, la confiance perdue, elle semble se rétablir. Dans l'arène, de nombreux citoyens montrent leur attachement à l'application de la loi. La justice a vraiment fait son travail. Et ça fait donner une certaine confiance. C'est une façon de redorer le blason. C'est une façon d'établir le bon partenariat entre la population et la justice. La célérité actuelle dans le traitement des affaires criminelles prouve l'engagement de la Guinée à renforcer le respect des droits humains. Le combat contre les détentions provisoires abusives est en passe d'être gagné. Nous avons des accusés qui sont détenus plus de 5 ans, plus de 7 ans, plus de 8 ans. Et
Au niveau de la même loi, nous parlons de présomption d'innocence. Lorsqu'une telle personne est jugée, reconnue non coupable des faits, alors qu'il a passé ces années en détention, quelles conséquences allez-vous tirer de là? Voilà un peu pourquoi, moi en tant qu'avocat, je me réjouis vraiment de la tenue de ces audiences. D'abord, c'est un bonheur pour nous que ces audiences-là puissent reprendre, puisqu'il y va de l'intérêt de nos clients qui sont en détention ou tout au moins en attente d'une justice de leur affaire. Durant février, les efforts se sont poursuivis pour davantage rassurer les justiciables. Comme dans toutes les juridictions du pays, le tribunal d'Nzérékouré s'est aussi inscrit dans la politique du renforcement de la chaîne pénale. Les acteurs composés d'OPJ, de magistrats, de greffiers ou alors d'avocats s'engagent à privilégier la collaboration afin de mieux respecter les procédures. Le message consiste pour moi à véhiculer, à sensibiliser et expliquer la réforme judiciaire intervenue par la loi numéro 019 du 5 juin 2015. Une loi assez importante qui a réorganisé la justice guinéenne, la qualification de la justice et le rapprochement de la justice des justiciables. C'est l'objectif fondamental. Pour soutenir le principe droit pour tous, les maisons de justice, comme on les appelle, sont progressivement mises en place et équipées. Avec l'appui des partenaires, ces structures serviront à mieux faire connaître aux citoyens leurs droits et devoirs, à les sensibiliser, à faire de la médiation, voire de la conciliation en vue de permettre de rapprocher la justice des justiciables. Il y a des particularités concernant ces maisons de justice. Je vais vous en citer 4. La première caractéristique, c'est la proximité géographique. Proximité géographique du service public, la justice. La deuxième caractéristique, c'est la proximité temporelle, évitant un formalisme à excès. Vous savez que beaucoup de gens se font condamner en Guinée par défaut, soit ils ne savent pas ce que c'est que la justice, le temps qu'ils s'organisent pour se défendre devant les juridictions modernes qu'on a, quelquefois c'est trop tard. Quand c'est en matière pénale, ils font opposition, la même juridiction les juge. Et quand c'est en civil ou ailleurs, évidemment, il faut qu'ils fassent appel pour qu'ils soient rejugés de nouveau devant la cour d'appel. La troisième caractéristique, c'est le maintien des relations humaines en réglant les petits conflits par la médiation et par la conciliation. Bien entendu, à défaut de règlement, ça ira devant les tribunaux modernes. Ça aussi, c'est la particularité des maisons de justice. Et enfin, quatrième caractéristique, non la moindre, c'est la gratuité des services rendus. Quand on dit gratuité, le mot est lâché. Dans tous les pays du monde, la justice coûte cher. Les performances dans la gouvernance judiciaire sont saluées par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, qui, après 4 années d'accompagnement, formule des recommandations devant améliorer les services publics de la justice, alors que la bataille contre l'impunité doit se poursuivre. L'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive courant février dernier est sans nul doute le déguerpissement du centre directionnel de Koloma appelé Kapororail de 1998 à 2019. Cette réserve foncière de l'État a connu 2 déguerpissements de ses occupants illégaux. Si le premier n'a pas été suivi de viabilisation des lieux, pour ce deuxième cas, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire annonce la construction des ministères, des ambassades et autres grands marchés et dans un très bref délai. Martin Fancinadou. Depuis le 23 novembre 1989, un décret classe le centre directionnel de Koloma, reconnu sous le nom de Kapororail, réserve foncière de l'État. Il s'étend sur 267,5 hectares. Et pour consolider son acquis, la Deuxième République émet un titre foncier au nom de l'État. Des campagnes sont donc menées pour informer les populations que ce domaine est réservé.
Des campagnes qui, malheureusement, ne dissuadent pas certains citoyens qui décident d'occuper les lieux de façon illégale. De 1997 à 1998, face à l'envahissement total du site, l'État procède au dégagement de 63% des constructions illégalement érigées. 20 ans plus tard, la superficie dégagée est à nouveau occupée de façon anarchique. Outre des constructions, quelques hommes de métier installent leurs ateliers et mènent des activités sans être inquiétés. L'État, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, durcit le ton. Les responsables de ces secteurs enclenchent une nouvelle opération de déguerpissement des occupants illégaux. L'opération est menée en synergie avec le haut commandement de la gendarmerie nationale. Sur le terrain, les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuivent leur marquage des bâtis et engins. Le président de la République a instruit au ministère de la Ville non seulement de travailler pour la construction des réserves foncières, mais de faire en sorte que les domaines réservés de l'État soient récupérés. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans cette ligne. Faire en sorte que les domaines de l'État soient récupérés et mis à la disposition du gouvernement. Et il faut que les gens comprennent que nous allons les récupérer sans état d'âme. Parce que ceux qui sont installés aujourd'hui ici ont assisté à la première démolition qui a eu lieu au niveau de ce centre directionnel pour que chacun de vous comprenne, chacun de nous plutôt comprenne que c'est un domaine réservé de l'État. L'opération se poursuit. Les occupants quittent progressivement les lieux. Au moment qu'on nous a averti de quitter, il y a au moins un mois comme ça, quelques 10 jours comme ça, qu'on nous a dit de quitter. Et quand on nous a dit de quitter, pour la première portion, ils sont venus. Par rapport aux poubelles qui étaient là, on a essayé de voir avec les amis collègues, les Turquiens qui sont là, on s'est négocié, on a essayé d'enlever les poubelles qui sont là. Et quand on a enlevé les poubelles, le général il est venu avec le groupe, ils ont regardé. Ils ont dit que maintenant ici c'est propre. Mais pour l'instant, on veut que réellement vous n'avez qu'à essayer de quitter. On a besoin de ce parti-là ensemble. Pour le moment. Les domaines libérés en 1998 ont été attribués à certains ministères et institutions pour la construction de leurs sièges, ainsi qu'à quelques promoteurs immobiliers pour développer un plan de partenariat public-privé. Cette fois, les autorités annoncent la construction de certaines infrastructures publiques pour désengorger Kaloum. Il y a eu le schéma directeur de Kaloum Vision 2040. Il y a Grand Conakry Vision 2040 qui fait en sorte qu'il va y avoir forcément un déplacement du centre administratif sur Coloma. Vous savez, malheureusement, on a un seul sens à Conakry. Tous les matins, tout le monde se lève, direction de la ville. Pourquoi? Parce que c'est là se trouve l'administration publique et privée. C'est le centre des affaires. Il n'y a qu'un seul pôle. Et le président de la République, dans son souci de faire en sorte que la ville soit décongestionnée, que chaque Guinéen puisse vivre de façon décente et à l'aise, s'est investi pour avoir ce schéma directeur de Kaloum Vision 2040 et de Conakry Vision 2040, Grand Conakry. Et pour lui, le centre directionnel qui est un domaine réservé de l'État doit être mis à profit pour que l'administration publique, les grands centres, les grands magasins, les grands centres d'affaires soient transférés à ce niveau-là. Sur le terrain, quelques chantiers sont déjà sortis de terre. Le plus visible est celui de la construction des 2 tours jumelles de 27 étages chacune. Le complexe immobilier Weli Kakimbo surplombe Conakry. L'autre chantier en cours est la construction d'un immeuble de 13 niveaux de l'ARPT exécuté par le groupe Socite. Le chantier du siège du ministère des Affaires étrangères avance. L'ambassade de l'Arabie Saoudite sort progressivement de terre. La viabilisation totale de ce domaine, attendue par bon nombre de Guinéens, devrait entrer dans une phase nouvelle. Février, c'était aussi la survenue du premier cas confirmé de la fièvre Lassa en Guinée. Après l'investigation et l'identification des cas de contact dans les préfectures de Mamou et Kissidougou notamment par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 88 cas contacts avaient été recensés et suivis pendant 21 jours. Un suivi à l'issue duquel aucun contact n'a développé la fièvre. Aujourd'hui, l'heure est à la surveillance renforcée. Adia Toubari, Mohamed Mpati Kamara. Lassa, une fièvre virale dont la propagation est déjà maîtrisée dans le pays. Depuis 21 jours, aucun cas contact ni suspect de la maladie n'est enregistré dans les préfectures en veille, Mamou et Kissidougou.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire entame donc la dernière phase, celle de la surveillance renforcée qui déclenche le compte à rebours de 42 jours. Pour dire qu'on est sorti de la turbulence de Lassa, il faudra 42 jours après le cas qui a été confirmé. Donc si vous comptez les 42 jours à partir du 28, c'est ce qui se projette au 10 mars. Donc si on n'a pas de cas en Guinée jusqu'au 10 mars, nous pouvons clôturer cet épisode de fièvre Lassa durant l'année 2019 en ce premier trimestre. Je conseille à nos populations de garder toujours le sens de l'hygiène, que ce soit l'hygiène corporelle, l'hygiène de notre environnement et aussi hygiène alimentaire. Les trois types d'hygiène-là nous font éviter 75 à 80% de nos maladies infectieuses. Dans la gestion de la fièvre Lassa, c'est surtout les acquis obtenus suite à la survenue de l'épidémie à virus Ebola qui ont favorisé la maîtrise de la chaîne de transmission. La construction et l'équipement des centres de traitement et de laboratoires d'analyse dans tout le pays sont des facteurs essentiels. Spécialiste en biologie et maladies infectieuses à l'Institut de médecine tropicale de Hambourg, en Allemagne, Elisabeth Fischer fait des recherches depuis 15 ans sur la fièvre Lassa en Guinée. Pour elle, les progrès enregistrés dans le domaine du système de laboratoire sont réels. Actuellement en Guinée, on a 3 laboratoires qui pratiquent le diagnostic. Il y en a un à Nzérékoré, un à Guékédou et puis il y en a un à Conakry. Donc c'est le laboratoire des fièvres hémorragiques de Guinée qui est très bien équipé. Et donc là maintenant on a une bonne base pour faire le diagnostic ici en Guinée directement. L'autre atout dans le combat contre la fièvre Lassa est le résultat du mécanisme de coordination des activités de surveillance épidémiologique et d'intervention entre le niveau central et les districts sanitaires concernés. Nous continuons la surveillance sur le territoire national, sans relâche, afin de mettre la population dans les conditions de sécurité sanitaire au maximum que possible. Ce cas confirmé de fièvre Lassa est déclaré isolé jusqu'à la fin des 42 jours de la phase de surveillance renforcée, selon le protocole épidémiologique. En attendant, la formation continue des agents des différentes équipes d'alerte et de riposte aux épidémies, régionales et préfectorales sur l'identification des maladies à potentiel épidémique et d'urgence sanitaire constitue un autre défi des autorités sanitaires. Dans le domaine de la santé toujours, l'insémination artificielle bovine est devenue une réalité sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé. Pour la première phase, 100 vaches ont été inséminées dans 6 préfectures pilotes. Une phase réussie qui a permis au ministère de l'élevage de faire une prévision, celle de faire inséminer 10 000 vaches courant 2019. Tierno Marouf Ba, Mohamed Mpati Kamara et Moussa Bangoura reviennent sur cette expérience et ses atouts pour notre pays. Accroître la productivité de la race Ndama est le pari que le chef de l'État veut relever pour les éleveurs du pays. Un ambitieux programme d'insémination artificielle bovine est lancé cette année. Pour éviter tout dérapage, le programme obéit à un plan scientifique strict qui commence par la bonne connaissance du statut sanitaire des vaches. La recherche de la brucellose, la maladie qui occasionne l'avortement chez les vaches, a été la première étape de ce programme pilote. Dans les préfectures de Labé, Kissidougou, Guékédou, Kankan, Koursa et Forekaria, des prélèvements ont lieu sur 147 vaches et analysées par le laboratoire national de diagnostic. Le but des vétérinaires est de trouver 100 vaches capables de supporter l'insémination artificielle. Les critères, c'est une vache d'abord qui a fait 2 mises bas, au moins 2 mises bas, une vache qui a un bassin très large, une vache qui ne présente pas des hygromas. Parce que quand il y a des hygromas, il y a une suspicion de brucellose. Donc, si on insémine, il y a probabilité d'avortement.
Aujourd'hui, nous sommes là avec le laboratoire vétérinaire central de Conakry en vue de réaliser des prélèvements afin de déterminer le statut des animaux, le statut sanitaire des animaux à inséminer. Parce qu'il y a certaines maladies qui, si on les retrouve dans des troupeaux, en cas d'insémination, c'est naturellement des conséquences qui peuvent venir, des conséquences fâcheuses, dont entre autres l'avortement. À ce programme présidentiel, l'idée est d'améliorer le rendement du lait et augmenter considérablement le poids des vaches. Le taux de lait produit par vache de race Ndama est évalué entre 1 à 2 litres actuellement. Et la quantité de viande, elle, dépasse rarement les 200 kg. Avec le métissage en vue, une seule vache pourrait produire jusqu'à 15 litres de lait par jour et la quantité de viande produite peut atteindre la tonne. Dans les 6 préfectures pilotes, l'espoir des éleveurs est grand. Non seulement ça va améliorer nos races, on va trouver des métis à travers de l'insémination et le poids va s'augmenter. En même temps, la production du lait va s'augmenter. Et ça va améliorer les revenus de nos membres de le groupement. C'est avec une très grande joie que nous avons reçu cette initiative présidentielle qui vient à point nommé. Parce que notre élevage a besoin d'un sang nouveau pour que l'élevage réponde à ses aspirations, réponde aux attentes du peuple de Guinée. Nous avons besoin de viande, nous avons besoin de lait pour parfaire notre alimentation. Nous remercions aussi le président de la République qui a initié ce programme-là. Je pense que ça va aider beaucoup. Ça va contribuer au développement du pays, puisque le développement d'un pays, ça commence d'abord par l'élevage, après l'agriculture. Les 100 vaches identifiées dans ces préfectures ont reçu la sémence des taureaux européens après le résultat du diagnostic contre la brucellose. La sémence artificielle inséminée porte sur 2 races. L'opération est la plus importante en ce moment pour le ministère de l'élevage et de la production animale. En matière économique, cela permettrait aux éleveurs d'avoir des revenus plus grands parce qu'ils auraient à offrir plus de viande et plus de lait aux populations guinéennes. Et donc, ça veut dire qu'ils auraient plus de revenus. Et cela aussi va créer plus d'emplois. La région de Kankan enregistre le plus grand nombre de vaches porteuses de semences de race améliorées. Les premières mises bas de cette action nationale sont attendues dans 9 mois. Le cycle œstral de la vache, c'est 21 jours. Donc dans 21 jours, partout où nous avons inséminé, nous devons repasser pour faire une observation. Cette observation, elle est physique, elle peut être même au toucher sur l'organe génital de la femelle. Ça nous permet de savoir si la femelle n'est pas revenue en chaleur. Car si elle revient en chaleur, c'est-à-dire que l'acte d'insémination n'a pas réussi. Si elle n'est pas revenue en chaleur, c'est-à-dire que l'acte a réussi, donc elle est en début de gestation. Si ce programme pilote de 100 vaches est concluant, une vaste campagne d'insémination artificielle de 10 000 vaches est annoncée avant la fin de l'année. Toutes les préfectures du pays seront touchées. Améliorer la productivité bovine en Guinée et accroître le revenu des éleveurs sont les enjeux de cette révolution. Puisqu'on parle des vaches, la viande est un produit très prisé dans notre pays à cause de ses protéines. C'est pourquoi d'ailleurs le scandale dit de la viande pourrie avait choqué et alimenté la chronique durant tout le mois de février. Passé le choc, notre rédaction s'est intéressée à la problématique du contrôle des aliments sur le marché. Les services de contrôle de qualité existent et exercent, mais font-ils réellement ce qui se doit? Notre reporter Alphaïsia Gaba mène une enquête que je vous invite à suivre. À Conakry, la vente des aliments de grande consommation est le métier le plus facile d'accès. Les boutiques foisonnent, l'ouverture et le fonctionnement de ces commerces ne semblent répondre à aucune réglementation. Les aliments vendus échappent allègrement au contrôle de qualité. Dans les structures hospitalières, les cas de consultation liés aux troubles digestifs sont courants, conséquence d'une alimentation incontrôlée. Parler de l'intoxication alimentaire en général, il y a beaucoup de causes.
les causes, c'est-à-dire il y a les micro-organismes qui peuvent le provoquer chez l'être humain. Les micro-organismes peuvent être des bactéries, des virus, des champignons ou autres parasites. Mais ça peut être dû à autres substances qui ne sont pas des virus. Par exemple, on peut consommer des champignons dangereux, même si les malades, si les patients viennent pour un trouble digestif, il faut être prudent et expérimenter, les demander qu'est-ce qu'ils ont mangé pour savoir la source. Et tout le monde à son niveau doit jouer son rôle. Pourtant, l'Office national de contrôle de qualité dispose de laboratoires d'analyse psychochimie et de microbiologie capables d'analyser quelques échantillons. Ici, les travaux sont intenses, le personnel est motivé. En attendant des équipements modernes, des analyses d'identification de micro-organismes de nos denrées alimentaires sont effectuées ici. Quand l'échantillon arrive au niveau du laboratoire, nous recevons l'échantillon et nous cherchons à l'identifier, c'est-à-dire voir sa provenance, voir si l'échantillon arrivait dans les conditions requises, si le prélèvement était bien fait. Ensuite, nous essayons d'enregistrer pour la traçabilité de l'échantillon. Donc après d'avoir préparé les opérations préliminaires, nous passons à l'analyse de l'échantillon. Ces laborantins sont appuyés par des sections d'inspecteurs détachés pour surveiller les entrées alimentaires au port de Conakry, à l'aéroport, dans les marchés ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'effectif au niveau national est de 455. Une compagnie modeste pour empêcher ou détecter à temps la présence des produits contrefaits, expirés ou simplement impropres à la vente et à la consommation des populations. Le cas de la viande déclarée pourrie par les services spéciaux illustre des failles qui apparaissent dans le maillage de contrôle de qualité des aliments. Cela après des soupçons sur des marques de bouillon et bien d'autres aliments en conservation ou en sachets plastiques. Pour certains, le conflit de compétences entre les inspecteurs de l'Office national de contrôle de qualité et d'autres entités de contrôle à l'élevage et à l'industrie serait à la base des failles observées. Le problème de viande dont tout le monde parle, le service national de contrôle de qualité, ça fait plus de 10 ans, on n'a pas la même mise, puisque le service d'élevage réclame que c'est de leur ressort. Même à partir du port, le conteneur qui arrive, de viande, n'importe qui arrive, notre équipe en place ne s'approche pas. Tous ces services-là sont impliqués dans le contrôle tant que ça marche. Mais dès qu'il y a pourriture, on dit que c'est l'office. Et pourtant, on n'a pas la même mise. Nous demandons maintenant auprès de ce gouvernement de nous aider à mettre quelque chose en place pour une redéfinition des tâches, pour que chacun sache où il doit s'arrêter dans le contrôle. Au ministère de l'élevage, les techniciens du service de contrôle de qualité parlent de complémentarité des compétences avec leurs homologues du commerce. Ici, les inspecteurs, une centaine au total, ne s'intéressent qu'à des produits d'origine animale comme la viande et le lait. Des équipes d'inspection sont surtout présentes au niveau des postes frontaliers du pays, au port autonome de Conakry et à l'aéroport. Nous sommes complémentaires au service du commerce. Tout ce qui est produit d'origine animale, la qualité sanitaire, hygiénique, le contrôle de la qualité hygiénique et sanitaire relève de la compétence des services de l'élevage, donc des services vétérinaires. Maintenant, tout ce qui est norme, du point de vue poids, emballage, présentation, pour ces denrées-là, relève de la compétence du ministère du Commerce. Pour faire ce contrôle, nous faisons un contrôle documentaire, nous assurer que les pays à l'import disposent de toute la documentation, ont été contrôlés bons pour la consommation avant de rentrer dans le territoire national, mais aussi on fait un contrôle physique pour voir de visu quelle est la qualité de ces aliments, est-ce qu'ils répondent aux normes, est-ce qu'ils sont propres à la consommation, est-ce que
la chaîne de froid pour ce qui est des aliments d'origine animale a été respectée pour leur conservation durant le transport jusqu'à la sortie. Une fois qu'ils traversent le cordon douanier, une autre équipe peut prendre le relais sur le terrain. Nos services communaux ont cartographié tous les grossistes, tous les importateurs de denrées d'origine animale. Donc ils font des contrôles réguliers à ce niveau, notamment s'assurer que la chaîne de froid est correcte, contrôler la qualité de ces aliments, aller jusqu'à la distribution. Difficile donc d'établir les responsabilités dans les manquements constatés dans le contrôle de qualité des aliments en Guinée. Pour une meilleure protection des consommateurs, le gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, a décidé de regrouper tous les corps d'inspection et de contrôle alimentaire afin d'harmoniser les interventions et redéfinir une ligne de conduite dans le sens de l'intérêt public. Tout laisse à croire qu'une nouvelle manche sera engagée pour assainir un secteur sensible de la vie du pays. Voilà, c'est cet élément d'enquête de notre rédaction qui met fin à ce mensuel. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ce week-end. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Au revoir.